la division des poids légers de l'UFC a toujours rimé avec excellence. À quelques exceptions près, on a souvent eu droit à beaucoup de qualité chez les 70 kg, et ce depuis la création de la ceinture. La division a abrité un bon nombre des meilleurs combattants de tous les temps, et elle a été si dense par moments que certains des meilleurs combattants de l'histoire du MMA en faisaient partie, sans avoir jamais pu devenir champion de l'UFC. Ici, on ne parle pas de niveau global de carrière ou d'appréciation personnelle, mais bien uniquement de qualité d'un règne. On s'intéresse au niveau d'opposition, à la domination effective d'un combattant, au contexte de la division de l'époque, et avec un peu de chance, peut-être que vous apprendrez 2-3 trucs aujourd'hui. Il y a eu 13 champions incontestés dans l'histoire des 70 kg de l'UFC, vous êtes sur la chaîne des Journeymen, et voilà tous les règnes des poids légers classés du pire au meilleur. Numéro 13, Conor McGregor. L'UFC 205 reste l'une des soirées les plus iconiques de l'histoire du MMA. Pour la première fois, l'UFC est autorisé à tenir un événement dans le mythique Madison Square Garden et la soirée s'achève en apothéose avec le sacre du premier double champion simultané de l'histoire de la promotion, en la personne de l'Irlandais Conor McGregor. Bien que cet argument me fasse probablement sonner plus pédant que je ne le suis, c'est un peu un de ces moments dans l'histoire du MMA où il fallait être présent pour en capter toute l'ampleur. L'influence de Conor avait déjà largement surpassé la sphère du MMA, et si ça a rendu chacune de ses sorties spéciales, c'est un peu ce qui a fait de son double règne l'un des plus détestés de l'histoire du sport, et à mes yeux, le pire règne de l'histoire des poids légers. Parce que le règne de l'Irlandais a été relayé au second plan de son bras de fer en coulisses avec la promotion, qui cherchait le juste milieu pour satisfaire sa star, tout en s'assurant que le Notorious ne regarderait pas trop si l'herbe était plus verte chez le voisin. Ce juste milieu a été trouvé au détriment de la division des poids légers de l'UFC, dont les combattants ont dû se résoudre à regarder Dana et Conor promouvoir un combat de boxe XXL, tandis que les 70 kg étaient à l'arrêt total. Au final, il aura fallu 1 an et demi d'inactivité et une ceinture intérimaire complètement factice pour que l'UFC accepte que Conor ne serait pas de retour et qu'on se décide enfin à tourner la page au profit de l'étoile montante d'Agestanes, Khabib Nurmagomedov. Évidemment, l'impact de Conor sur le sport dépasse le simple jeu des ceintures, mais pour ce qui est de son règne des poids légers, il est devenu difficile avec le temps de le voir autrement qu'une bonne occasion pour lui de poser avec 2 ceintures et un casse-tête pour la promotion qui n'aura que trop duré. Numéro 12, Sean Sherk. C'est un bien curieux règne que celui de Sean Sherk chez les poids légers. Alors que la division était à l'arrêt depuis plusieurs années, l'UFC se décide à relancer les 70 kg après que le succès de The Ultimate Fighter ait rassuré la promotion sur sa santé financière. Difficile de voir le co-main event de l'UFC 64 entre Sherk et Kenny Florian autrement que comme un combat mis sur pied pour relancer la machine, et je n'irai pas jusqu'à prétendre que l'UFC a pris 2 gars au pif, parce que évidemment que non, mais c'est compliqué de relancer une division de nulle part, et je dois dire que Sherk et Florian étaient de bons candidats à l'époque. Sean était un vétéran et il sortait d'un succès contre Nick Diaz en poids welter, et Kenny avait une grosse popularité depuis sa participation à la première saison de The Ultimate Fighter. Donc les deux hommes ont été placés l'un contre l'autre et après 25 minutes très divertissantes, Sherk est reparti avec la ceinture de l'UFC. Il y a 2 raisons qui font reculer Sherk drastiquement dans le classement. Déjà, on parle d'un règne dans une division en reconstruction contre un niveau d'opposition qui souffre de la comparaison moderne, sa seule défense de ceinture ayant été contre Hermes Franca qui n'est pas exactement un combattant ayant résisté à l'épreuve du temps. Deuxièmement, Sean est un des très rares champions de l'histoire à s'être fait retirer son titre pour cause de dopage. Il a échoué un test à la suite de l'UFC 73 et sa ceinture a été remise en jeu quelques mois plus tard. Tout ça n'aide pas la cause de Sean Sherk, qui même s'il n'a pas eu le pire règne de l'histoire de la promotion, a probablement eu le plus anecdotique et n'a en réalité servi que de tampon en attendant le retour d'un certain Hawaïen. Numéro 11, Eddie Alvarez. Si vous suivez cette chaîne depuis quelques temps, vous connaissez l'amour presque sans faille que j'ai pour Eddie Alvarez. Eddie a eu une carrière extrêmement singulière et il était l'un des derniers globetrotters d'un MMA qui se globalisait à vitesse grand V. Lorsqu'il a fini par atterrir à l'UFC, il est rapidement devenu l'une des attractions principales de la division des 70 kg et il a fini par remporter la ceinture de la promotion en mettant KO Rafael dos Anjos. Problème pour notre ami Eddie, son règne n'était en réalité qu'un tremplin pour un certain Conor McGregor qui attendait de pied ferme son opportunité de marquer l'histoire. Ça n'a pas aidé qu'il ait remporté la ceinture lors de la première soirée de la semaine entourant l'UFC 200, ce qui a un peu éclipsé sa victoire au profit de l'événement anniversaire qui s'est tenu 2 jours plus tard. Même si son succès était l'accomplissement de sa vie, il a un petit peu sonné creux parce que Rafael dos Anjos n'était pas exactement considéré comme un grand champion non plus et parce que sa victoire s'est perdue au milieu des circonstances qui entouraient l'UFC de l'époque. Au final, le grand public se souvient presque exclusivement de son règne pour la façon avec laquelle il s'est fini et si on est honnête, c'est un petit peu une perception valable. Numéro 10, Ilia Topuria.
Je ne suis pas parieur, mais si je l'étais, je dirais que si je refaisais cette vidéo dans quelques années, je devrais probablement très largement remonter le Matador dans cette liste. Le règne d'Ilia Topuria vient à peine de commencer, mais il a déjà été retentissant en plusieurs points. L'Espagnol est monté d'une catégorie de poids pour défier l'un des combattants les plus illustres de l'histoire de la division, et en le mettant KO brutalement dans le premier round, il a un petit peu annoncé la couleur. On pourrait être en présence d'un futur champion ultra dominant, ou peut-être d'un règne sur le point de s'écourter, mais on ne va pas se mentir, Topuria a quand même une qualité en lui qui me ferait pencher pour la première option. D'autant plus que beaucoup de fans ont remis sa prise de pouvoir sur ce qui serait un gros déclin de Charles Oliveira, mais lorsque le Brésilien a surclassé Mateus Gamrot 3 mois plus tard, et il y a eu comme un léger bug dans la matrice. La réalité, c'est que Ilia a l'air d'être l'un des talents les plus bruts que l'on ait jamais vu, et je pense que tout le monde est très curieux de voir jusqu'où il est capable d'aller. Difficile de le classer plus haut pour le moment, mais on pourrait difficilement faire mieux en termes d'entame de règne. Numéro 9. Rafael dos Anjos. Rafael dos Anjos est l'un de ces champions dont l'UFC ne voulait pas et qui a un petit peu fait capoter les plans de la promotion. Alors que l'UFC a employé la machine marketing pour faire d'Anthony Pettis sa future grande star, Dos Santos l'a laminé pendant 5 rounds à l'occasion de l'UFC 185, dans ce qui reste un des combats les plus incompréhensibles de l'histoire de l'UFC. La promotion a donc dû dire au revoir à son très charismatique champion du monde pour Rafael dos Anjos, dont la considération par la promotion peut être résumée au simple fait qu'il n'ait plus jamais combattu sur un événement numéroté du reste de son règne. Il faut aussi dire que la catégorie des 70 kg était dans une période de renouvellement et Dos Anjos a dû se contenter d'une défense de ceinture contre Donald Cerrone, qui était certes l'un des meilleurs combattants de la catégorie à l'époque, mais dont la qualité en tant que challenger pour un combat de ceinture n'est pas comparable à ce qui allait suivre. En 2 années, les Donald Cerrone, Michael Johnson ou Edson Barboza allaient être remplacés par les Khabib, Dustin Poirier et Justin Gaethje, et c'est un petit peu difficile de considérer les deux époques comme étant équivalentes. Pour ce que ça vaut, Rafael dos Anjos était non seulement un champion sérieux, mais il est aussi l'un de ceux qui n'a jamais vraiment drastiquement chuté de niveau. Le Brésilien est resté un gars compétitif jusqu'au bout, même si sa blessure au genou contre Geoff Neal l'année dernière semble indiquer qu'à 41 ans, on est un petit peu au bout du bout pour lui. Numéro 8, Anthony Pettis. Si je vous avais expliqué la veille de l'UFC 185 ce qui était sur le point d'arriver à Anthony Pettis dans les 2 années à venir, vous m'aurez signalé aux autorités pour ivresse sur la voie publique. C'est dur à concevoir, mais Anthony Pettis était LE gars en vue en 2014. Il faut dire qu'il a pris la ceinture dans un timing parfait, parce qu'avec la fin des règnes de Georges Saint-Pierre et Anderson Silva, il y avait de la place pour de nouvelles têtes. Et Anthony Pettis était l'une de ces nouvelles figures, sa tête étant visiblement d'ailleurs si sympathique qu'elle a fini placardée sur une boîte de céréales aux États-Unis, ce qui est un petit peu marrant, mais surtout titanesque au niveau marketing. Bref, Anthony avait tout pour lui, il a soumis Betson Anderson qui était champion depuis presque 2 ans, il a soumis Gilbert Melendez, ce qui n'était tout simplement arrivé qu'une seule fois dans la carrière d'El Niño, mais au moment où il fallait passer la seconde, au moment où il fallait battre Rafael dos Anjos et peut-être entrevoir un combat contre Conor McGregor à terme si les timings s'alignaient, Anthony a livré une performance absolument calamiteuse contre dos Anjos et il a perdu son titre. Il serait un petit peu trop facile de résumer son règne à la déception qu'il aura fini par être, mais comme les autres combattants avec lesquels il a partagé le sommet de la division, Anthony n'était finalement qu'un combattant au milieu d'un groupe de mecs qu'on sentait capable de se refiler la ceinture comme une patate chaude. L'UFC a créé beaucoup d'attentes autour de lui et même s'il a fini par décevoir, il a eu un bon règne avec 2 victoires très significatives, même si la fin a laissé un petit peu à désirer. Numéro 7, Jens Pulver. Pour la petite anecdote, la ceinture des 70 kg a d'abord été appelée ceinture des poids coqs. Ça n'aura pas duré longtemps puisque le nom a changé le mois suivant, mais lorsque Jens Pulver a battu Kaoluno lors de l'UFC 30, il a d'abord été le champion des poids coqs, puis champion des poids légers. Ce qui n'est pas souvent dit sur Jens Pulver, c'est qu'il était l'un des premiers renégats de l'histoire de l'UFC, ou du moins l'un des tout premiers à avoir quitté la promotion en tant que champion du monde. Désireux d'obtenir un meilleur contrat, Little Evil s'en est allé du côté du Japon, mais avant ça, il a eu le temps d'établir le premier règne véritablement solide de l'histoire de la division, et surtout, il est devenu le premier combattant à battre BJ Penn, ce qui était un véritable séisme à l'époque, car l'Hawaïen a immédiatement été présenté comme un vrai monstre dès son premier combat professionnel. Évidemment, il y a une petite forme d'archaïsme dans le règne de Jens Pulver, on est au début des années 2000, l'UFC est encore dans les balbutiements, et la division des poids légers n'était pas ce qu'elle allait devenir, mais même s'il n'y avait qu'un petit contingent de combattants dans la division, c'était quand même déjà une catégorie avec de la qualité. Kaoluno, BJ Penn, Jens Pulver se sont tirés la bourre pendant quelques temps, et c'est Pulver qui en est sorti le grand gagnant. Avec 2 défenses de ceinture et s'étant payé le luxe de ne jamais avoir perdu son titre, Jens s'est forgé un palmarès solide qui n'a pas vraiment été célébré par la promotion à cause du froid entre les deux parties. Il a très justement obtenu sa place dans le Hall of Fame il y a 2 ans, et même s'il n'a jamais été célébré à sa juste valeur, il est à jamais le premier champion de l'histoire de la division, et il a posé les standards d'une division qui connaîtra énormément de champions de très grosse qualité après son départ. Numéro 6, Benson Anderson.
Avec Benson Henderson, on rentre dans les règnes très solides, même si le sien est un peu plus bas dans le classement du fait de son manque d'impact dans l'histoire de l'UFC. Benson est un combattant discret qui n'a jamais vraiment fait de vagues et que la promotion a toujours un petit peu délaissé. De ce fait, malgré 3 défenses de ceinture, il a toujours été un petit peu relégué au second plan et ça se ressent grandement dans la considération du public de sa carrière à l'UFC et de sa carrière au global d'ailleurs. Pourtant, lorsqu'il a remporté la ceinture au Japon lors de l'UFC 144, il semblait qu'une nouvelle ère venait de s'ouvrir. Benson est resté extrêmement actif en battant des challengers frais pour l'époque et la sauce aurait vraiment dû prendre, mais il y avait quelques petits soucis. Au-delà de sa personnalité, ce sont les décisions controversées qui ont un petit peu plombé son passage avec la ceinture mondiale. Sa première défense contre Frankie Edgar et celle contre Gilbert Melendez sont souvent débattues et ont un petit peu miné sa réputation. Il était souvent qualifié de roi des décisions serrées et même s'il était respecté pour ses qualités dans l'octogone, il était aussi délaissé parce que considéré comme étant un petit peu ennuyeux, surtout pour les standards de l'époque. Personne ne doutait de sa qualité technique, mais il était difficile pour un combattant ayant son style de suivre le règne de Frankie Edgar qui nous avait offert des montagnes russes émotionnelles. Benson était un excellent combattant et un très bon champion, mais son règne a laissé un souvenir un peu tiède aux fans, ce qui explique un peu le manque de considération dont il souffre aujourd'hui. Numéro 5, Frankie Edgar. Frankie Edgar est la définition pure et simple d'un champion du peuple, de plus petite stature que les autres poids légers, constamment l'outsider et sous-estimé même après plusieurs défenses de ceinture. Frankie a conquis les fans avec sa résilience et sa capacité à surmonter chaque adversité. Lorsqu'il a battu BJ Penn à l'UFC 112, c'était un choc total pour le public et il reste à ce jour l'un des plus gros outsiders à avoir remporté un combat de ceinture et il était d'ailleurs encore l'outsider dans la revanche qu'il a gagné beaucoup plus largement. Son premier combat contre Gray Maynard est l'un des plus beaux comebacks de l'histoire du MMA et c'est avec ce genre de performance qu'il a réussi à conquérir les foules. Il était assez évident que Frankie n'était pas dans sa catégorie de poids de prédilection et c'est notamment cette dimension physique qui lui aura coûté sa ceinture contre Benson. Mais pendant plus de 2 ans, il a continuellement déjoué les pronostics et il l'a fait dans son style à lui. Frankie finit par descendre en poids plume puis en poids coq, rendant d'autant plus exceptionnel le fait qu'il ait réussi à régner sur la division des poids légers. Edgar s'est parfaitement inséré entre 2 générations de combattants et il a assuré la transition avec brio. Ce n'était pas le meilleur champion de tous les temps, ce n'était pas le plus dominant, mais c'est exactement le genre de combattant dont l'UFC et les fans avaient besoin à ce moment-là. Il est souvent cité par les combattants modernes qui ont découvert le sport à cette période parce qu'il a laissé à tout le monde une image de bravoure et de résilience qui accompagne peu de combattants dans l'histoire du MMA. Numéro 4, Charles Oliveira. Peut-être la plus belle histoire de comeback de l'histoire du MMA, Charles Oliveira a connu un parcours unique. Il a vu s'extirper du ventre mou de l'UFC et s'embarquer dans une série de victoires légendaires, durant laquelle il s'est emparé de la ceinture des poids légers et est devenu une véritable légende du MMA. C'est difficile de trouver un fan du sport qui n'ait pas au minimum de l'affection pour Do Bronx, un combattant allant constamment de l'avant, se mettant en danger, perdant puis récupérant le momentum d'un combat, enchaînant les finishes, le tout contre des mecs de très très haut niveau. Charles a tout ce qu'il faut pour conquérir le cœur de la foule et les fans ne s'y ont jamais trompé. Évidemment, son règne est aussi marqué par le fait qu'il a été le premier champion à perdre sa ceinture lors d'une pesée, mais cette victoire contre Justin Gaethje reste un combat de ceinture dans les yeux du public. Pendant un temps, le champion avait un nom, et ce nom était bien Charles Oliveira. Au vu de son style de combat, c'était assez évident que ça n'allait jamais durer très très longtemps, mais il a émergé dans une division extrêmement dense, et même s'il a un petit peu profité de la retraite de Khabib Nurmagomedov, il en a profité pour écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du MMA. Des victoires contre Dustin Poirier, Michael Chandler et Justin Gaethje, et voilà que Charles s'est clairement affirmé comme une légende du sport, et il l'a fait à une époque où il n'y avait que des grands dans sa catégorie. Numéro 3, BJ Penn. À entendre certaines personnes, on n'aurait jamais vu un gars comme BJ Penn dans l'histoire du MMA. Ça peut sembler un peu cliché, mais j'ai plusieurs collègues au Glory qui suivent le sport de combat depuis le début des années 2000, et c'est un sentiment qu'ils sont beaucoup à partager. Ce qui est certain, c'est qu'en regardant en arrière, le règne de BJ est l'un des plus dominants et des plus propres de l'histoire du MMA tout court. Aussi étrange que cela soit à dire, il était véritablement en avance sur son temps, et contrairement à d'autres champions de l'époque, il a véritablement battu les tout meilleurs de sa division pendant son règne, même si cette division n'était pas la plus fournie de l'histoire. BJ a servi à légitimer la division des poids légers, il l'a incarné lorsqu'il y avait besoin de renouveau et il a donné du prestige à cette ceinture qu'il en avait cruellement besoin. Ses victoires contre Sean Sherk et Kenny Florian sont souvent présentées comme les démonstrations de sa supériorité technique en tout point sur le reste de ses contemporains. Surtout, même si le classement de pound for pound n'existait pas à l'époque, il y avait véritablement le sentiment qu'il était peut-être l'artiste martial le plus complet de l'UFC. Il semblait inarrêtable et sa dernière défense contre Diego Sanchez est un véritable bijou, un parfait exemple de la façon avec laquelle BJ donnait l'impression que d'excellents combattants n'étaient que des gars ordinaires. J'aurais adoré le mettre plus haut dans le classement, mais il faut être honnête, avec l'évolution du sport et le niveau qu'a atteint la division des poids légers à l'ère moderne, c'est assez compliqué de le faire monter plus haut dans ce classement si on veut rester honnête intellectuellement. Numéro 2, Islam Makhachev.
Évidemment, vous saviez tous qui seraient les deux loulous au sommet de cette liste. Départager les règnes d'Islam et de Khabib n'a pas été si difficile pour moi en revanche, parce que même si je considère que Makhachev est devenu le combattant le plus accompli des deux au global, le règne de poids léger de Khabib reste intouchable à mon sens. Attention, quoi qu'il arrive, on parle ici d'excellence, et Islam n'a pas grand chose à envier à son compatriote, mais la différence majeure entre les deux hommes selon moi est que là où Khabib a bâti son style autour d'une arme létale que personne n'a jamais su déchiffrer, Islam a une palette technique plus variée, ce qui l'a rendu un peu moins dominateur que son prédécesseur. On l'a vu en difficulté plusieurs fois, contre Alexander Volkanovski dans le premier combat, contre Dustin Poirier par moment, même si bon, pas énormément, et là où Khabib étouffait complètement ses adversaires, Islam les laisse un petit peu plus réussir, pas bien longtemps, mais un petit peu plus quand même. Évidemment, son CV est tout simplement titanesque, il a battu Volkanovski par 2 fois, Charles Oliveira, Dustin Poirier, il n'y a vraiment que ce combat contre Renato Moicano qui fait un peu tâche, mais bon, c'est pas vraiment de sa faute. Si Makhachev a l'air plus humain que Khabib par moment, le résultat est toujours le même au final, et visiblement, il serait prêt à faire ça dans une seconde division maintenant. Numéro 1, Khabib Nurmagomedov. Probablement plusieurs années après avoir mérité son combat de ceinture, Khabib est enfin devenu champion du monde lors de l'UFC 223. Certes, il l'a un peu fait contre un adversaire low cost faute de mieux, mais le 7 avril 2018, il a entamé l'un des règnes les plus dominants et les plus impactants culturellement de l'histoire du sport dans sa globalité. Le règne de Khabib, c'est un peu comme le reste de sa carrière, c'est une affaire d'excellence et de perfection sportive. Conor McGregor, Dustin Poirier, Justin Gaethje, ici sont tous collés, mais aucun n'a jamais réussi à mettre à danger le Dagestanais. Khabib ne se contentait pas de battre ses adversaires, il les brisait et son grappling restera à jamais l'une des armes les plus dominantes de l'histoire du MMA. Et évidemment, il y a bien des regrets attachés à son règne, on aurait aimé en voir plus, voir jusqu'où il aurait pu rester invincible, aurait-il été possible pour lui de monter d'une catégorie de poids et de battre les meilleurs 70 kg comme Islam vient de le faire. Bref, sa retraite anticipée a permis d'écrire sa légende aussi, mais elle a un peu limité le potentiel de son règne, mais d'une certaine façon, tout a toujours semblé si simple pour Khabib, on aurait juste aimé voir jusqu'où ça aurait pu vraiment l'être. Voilà pour la vidéo, voilà pour le classement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à vous abonner si ça vous a plu, si vous voulez pas rater la suite. Nous, on se reparle bientôt. J'espère que vous passez tous une bonne semaine. Je vous souhaite un bon week-end et on se voit très vite. Salut l'équipe.